Bien, écoutez, bonsoir à tous. Merci de vous réunir ce soir pour cette petite conférence donc, sur ce livre que j'ai donc publié en septembre 2019 aux éditions du Cerf avec Jean-François Colosimo, qui est le président des éditions du Cerf et qui a été mon éditeur et qui m'a accompagné tout au long de l'écriture de ce livre. Un livre donc qui s'intitule « Le nouveau procès de l'Est », où je parle, comme son nom l'indique, de l'Est de l'Europe, c'est-à-dire plus précisément de l'Europe centrale. Et quand on parle d'Europe centrale, on parle au fond de la Hongrie, de la Pologne, de la République tchèque et de la Slovaquie, c'est-à-dire les États qui constituent le groupe de Visegrad, qui est un groupe qui vise à coordonner l'action diplomatique de ces quatre États, pour peser sur les décisions qui sont prises à Bruxelles, et notamment en matière migratoire. Si je me suis intéressé à l'Europe centrale, c'est pour plusieurs raisons, et notamment, je dirais, une raison assez centrale, qui est que depuis une dizaine d'années, vous avez donc des partis conservateurs qui sont élus, réélus avec des majorités assez larges, des partis conservateurs dont la critique est centrée sur le libéralisme et les effets délétères que le libéralisme aurait à la fois sur le plan culturel, sur le plan politique et sur le terrain économique. La question que je pose dans mon livre est pourquoi, au fond, cette critique d'un libéralisme total vient d'Europe centrale et non d'Europe de l'Ouest. Et j'y réponds à travers, en m'appuyant sur des réflexions philosophiques et historiques qui nous permettent de comprendre les spécificités de l'Europe centrale. Et j'en arrive à une conclusion, et je vais essayer un petit peu de la développer, qui est de dire qu'au fond, plutôt que d'opposer une fin de non-recevoir à ces petites nations d'Europe centrale qui aujourd'hui résistent à la volonté de l'Union européenne d'imposer des quotas de migration, notamment, plutôt que d'opposer une fin de non-recevoir à ces petits États, nous devrions intégrer la critique qu'ils font de l'Union européenne et du libéralisme pour en tirer un certain nombre de conclusions. Et je crois qu'il en va, si vous voulez, de la santé de notre démocratie qui souffre, contrairement à ce qu'on peut dire, non du populisme, non de la volonté des peuples de substituer à la démocratie un régime autoritaire, mais de l'individualisme et de l'impuissance du politique, qui sont les deux conséquences du libéralisme. J'aimerais, pour peut-être resituer un peu mon livre, dessiner un petit peu mon parcours. Je suis historien et politologue de formation. J'ai étudié aussi les relations internationales. J'écris régulièrement dans le Figaro et dans le journal Marianne, même si je ne suis pas journaliste de profession. Et j'ai dirigé les pages politiques de la revue Limite, qui est un trimestriel, avec Eugénie Bastier, que vous connaissez peut-être, qui est journaliste au Figaro. Je mentionne ces études, et notamment ce prisme relations internationales, puisque ces études m'ont permis de travailler plusieurs années à l'étranger. Et je crois que c'est quelque chose de fondamental, puisque au fond, à l'origine aussi de ce livre, il y a un certain agacement face à ce que je perçois comme un complexe de supériorité de l'Occident sur différents pays. J'ai notamment vécu en Chine, et je considère que nous pensons souvent avec le monopole de la vérité et du bien, alors qu'il existe d'autres civilisations, d'autres cultures, d'autres manières de se rapporter au monde et à la politique, et qu'au fond, la civilisation européenne est une civilisation parmi d'autres. C'est la nôtre, il faut la défendre et la protéger, mais si nous avions conscience qu'elle est une civilisation particulière, peut-être serions-nous davantage en capacité d'en percevoir les aspérités et donc de se battre pour en défendre les plus nobles traces. Au fond, et ce sera un petit peu le fil rouge de mon propos, j'aimerais d'abord répondre à une question: dans quel monde vivons-nous, dans quelle époque vivons-nous, et de descendre petit à petit dans quelle Europe vivons-nous, et ensuite d'en venir plus concrètement au cas hongrois, puisque c'est en Hongrie
qu'est théorisé ce qu'on appelle, ce qu'eux-mêmes appellent la démocratie illibérale. Dans quelle époque vivons-nous? Vous savez, chaque époque est toujours le produit d'un creuset psychohistorique, merci beaucoup, qui surdétermine nos représentations du monde et par des évolutions scientifiques qui jouent sur la manière dont nous nous rapportons aux autres nations, entre individus. Prenons plusieurs exemples dans l'histoire. Sans invention de l'imprimerie, pas de Martin Luther King, pas de réforme protestante, et nous savons combien l'imprimerie a altéré le rapport d'un grand nombre de pays européens à l'Église, au pape, entraînant une confrontation, diverses visions du monde qui se sont traduites par des guerres civiles en Europe. Pas de marxisme, pas de communisme sans révolution industrielle, sans le déplacement de populations, de paysans dans des usines où ils étaient au fond les rouages d'une vaste mécanique. Pas de Spengler, l'auteur au début du XXe siècle d'un livre sur la décadence des nations, sans auparavant les théories de Charles Darwin sur la sélection naturelle des espèces et au fond l'idée que les corps s'élèvent, se développent et lorsqu'ils cessent de se développer, se diminuent, s'atrophient jusqu'à disparaître. Cette vision qui venait des théories scientifiques de Darwin a largement influencé le nationalisme du début du XXe siècle et au fond l'idée qu'il fallait que les nations se répandent à travers la colonisation, sans quoi elles étaient vouées à disparaître. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours des innovations scientifiques qui sont antérieures aux innovations et aux idées politiques. Pour notre époque, je m'appuierai sur le grand sociologue allemand Hartmut Rosa, qui nous explique qu'avec l'évolution des nouvelles technologies, qui accélèrent le flux d'informations, accélèrent notre capacité de nous déplacer dans le monde, la communication entre les hommes, nous vivons au rythme d'une accélération continue de la vie politique, économique et sociale. Et cette accélération, dit-il, place les individus, je le cite, face à un monde sans pouvoir l'habiter et sans parvenir à se l'approprier. Je crois que là, il y a deux notions absolument centrales pour la réflexion que je mène dans mon livre. Habiter le monde et se l'approprier. Habiter le monde, c'est-à-dire donc avoir une maison, résider dans une collectivité humaine à laquelle nous nous sentons liés, parce que nous partageons avec les gens qui vivent dans cette collectivité une histoire, des mœurs, des traditions. Et s'approprier le monde, c'est-à-dire être en capacité de peser sur le cours des choses, sur le devenir de notre propre maison. Donc autrement dit, habiter le monde fait référence à une certaine forme d'enracinement, s'approprier le monde fait référence à la capacité d'une collectivité humaine à délibérer et à mettre en œuvre le produit de sa délibération, autrement dire à être souverain. Et donc dans un monde qui n'est que flux, rencontre de l'offre et de la demande, mouvement des capitaux et des personnes, jurisprudence des cours de justice, nous vivons dans un tourbillonnement perpétuel. La question qui se pose est comment de nouveau habiter le monde et se l'approprier, comment reprendre le contrôle sur notre existence. Au fond, je dirais que le fait de vivre dans une époque dynamitée par les flux de capitaux, de personnes, par les mouvements, porte en tant que tel une dimension antipolitique, puisque la politique, comme l'explique Pierre Manant, c'est répondre à la question du que faire. Ce n'est pas s'adapter à des évolutions que nous subissons, c'est décider des évolutions que nous voulons pour notre propre collectivité. J'aime beaucoup la phrase d'Alain Finkielkraut qui dit « Nous ne décidons plus du changement, c'est le changement qui s'impose à nous ». Lorsque le changement s'impose à nous, la doctrine politique, et nous vivons aujourd'hui sous cette ère, et Emmanuel Macron en est un bon exemple, il s'agit de s'adapter. Après la crise économique, après la crise migratoire, on nous a sommé de nous adapter à la mondialisation, aux délocalisations qui sont inéluctables, aux flux migratoires qui modifient de fait la cohésion culturelle du peuple français. Adaptons-nous, les choses sont ainsi, on ne peut rien y changer. Eh bien, de fait, en Europe centrale, émerge une contre-proposition qui vise au fond à dire à l'Europe un autre chemin est possible, un chemin qui doit permettre de reprendre le contrôle et de nouveau habiter des nations riches de sens qui correspondent
à l'histoire des peuples qui les composent. Je disais donc que nous vivions dans un monde fait de flux, nous vivions dans une Europe, et c'est mon second point, post-hitlérienne. Quand je dis post-hitlérienne, ça veut dire que nous sommes les héritiers d'une histoire qui continue largement de surdéterminer nos représentations du monde. Nous vivons avec un arrière-fond historique, un trauma, qui est celui des horreurs du XXe siècle, et nous continuons de construire l'Europe en écho à ce trauma initial. Ce qui explique l'attention inédite dans l'histoire, en Europe, portée à la notion de droit de l'homme. Parce que nous avons peur que le politique retrouve une certaine autorité, parce que nous avons peur que les peuples de nouveau se saisissent de leurs racines et exaltent leur spécificité nationale, nous mettons en place des garde-fous juridiques qui visent à limiter, à borner la capacité d'action du politique et qui visent au fond à faire en sorte que plus jamais les peuples d'Europe ne puissent se référer à des traditions, à un héritage culturel, ces traditions, cet héritage menant au nationalisme qui a mené à la catastrophe au XXe siècle. Et cet attachement aux droits de l'homme, vous en voyez aujourd'hui, et je dirais même tous les jours, les conséquences. Si vous regardez dernièrement le Tchétchène, qui est donc responsable de la décapitation de l'enseignant Parly, je crois son nom de famille, vous aurez remarqué que celui-ci devait être expulsé en 2011, mais que la Cour nationale du droit d'asile a cassé la décision de l'administration parce que la sécurité de ce dernier n'aurait pas été assurée une fois expulsé dans son pays d'origine. Droits de l'homme sécularisés en droits fondamentaux qui viennent s'opposer aux décisions des États et qui viennent borner le champ d'action légitime des États. On peut aussi prendre un autre exemple en France avec la constitutionnalisation du principe de fraternité. Les cours de justice, et notamment depuis la Seconde Guerre mondiale, ont un rôle essentiel pour faire office de contrepoids aux politiques, mais elles ne sont plus seulement les gardiens de la lettre constitutionnelle, elles ne sont plus seulement là pour s'assurer que les décisions que prennent le politique sont conformes à la Constitution, elles sont elles aussi productrices de normes. Or, les juges ne sont pas élus, ce qui pose un problème de légitimité, mais nous sommes dans une époque où, en tant qu'héritier de la catastrophe du XXe siècle, la légitimité du politique ne provient plus seulement du suffrage populaire, que nous assimilons à la montée du nationalisme, elle provient aussi de la conformité de l'action que mène le politique avec la doctrine des droits de l'homme. Et cette volonté de s'assurer que le politique soit bien en ligne avec les droits de l'homme que nous érigeons en barrière face à la menace que représenterait le retour du nationalisme est incarnée par des juridictions indépendantes que nous appelons l'État de droit. En Europe, l'État de droit existe dans chacune de nos nations, y compris en Europe centrale, mais il est également supranational et vient aujourd'hui, je dirais, s'imposer aux volontés populaires. Vous avez eu dernièrement un grand discours de la présidente de la Commission européenne qui explique que les valeurs de l'Europe reposent sur le principe de non-discrimination. Le maintien de la famille traditionnelle est une discrimination à l'égard des homosexuels. Il convient donc de généraliser le mariage homosexuel, qu'importe que des peuples votent pour des partis qui veulent, eux, maintenir ce mariage dit traditionnel. Le principe de non-discrimination, qui découle lui-même d'une conception des droits de l'homme, s'impose à tous. Donc vous avez une Europe qui se déplace sur le terrain sociétal, et je parlais du principe de fraternité, ça me semble absolument essentiel d'en parler. Vous avez eu, en 2018, deux hommes qui ont aidé des clandestins à franchir la frontière qui sépare la France de l'Italie. Ces derniers ont été condamnés puisque ces deux individus n'étaient pas titulaires de papier. Des associations d'aide aux migrants les ont accompagnés et ont porté le dossier devant le Conseil constitutionnel qui a répondu
en constitutionnalisant le principe de fraternité, c'est-à-dire en utilisant un mot dans le préambule de la Constitution pour dire qu'en vertu du principe de constitutionnalité, cet acte-là n'est plus répréhensible par la justice. Vous avez donc, au nom du droit, des juges qui s'arrogent le pouvoir d'imposer aux politiques des décisions qu'il est pourtant légitime de prendre ou qu'il fut légitime de prendre, puisque la question des frontières, la question de l'immigration est fondamentalement, historiquement, une thématique régalienne. Donc, si je récapitule, avant d'en venir plus précisément à l'Europe centrale, nous vivons dans un monde de flux toujours plus difficile à maîtriser, qui nous rend toujours moins aptes à nous situer temporellement et géographiquement. Et nous vivons dans une Europe qui n'entend pas se définir de façon substantielle, en écho à une histoire et à des traditions, mais simplement en écho à des valeurs abstraites, à des droits de l'homme qu'il convient de consacrer sous l'absolution des prétoires. Et donc, dans ce monde, dans cette Europe, vous avez une Europe centrale, une Hongrie et une Pologne qui lui emboîtent le pas, qui, eux, ne l'entendent pas de cette oreille et souhaitent proposer à l'Europe un autre chemin. Je dirais que pour comprendre Viktor Orban, et peut-être un petit point de précision, donc me suis rendu à plusieurs reprises en Hongrie, où j'ai été reçu par le ministre de la Justice à Budapest, puisque la question du droit, de l'indépendance des cours de justice, de l'état de droit en Hongrie, de l'immigration, est absolument centrale dans la confrontation qui oppose aujourd'hui la Hongrie, les peuples d'Europe centrale, à l'Union européenne. Pour comprendre Viktor Orban, je pense qu'il y a trois choses à saisir, et je développerai ensuite ces trois choses. Tout d'abord, et je l'ai déjà un petit peu évoqué, et j'enfonce une porte ouverte, mais ça me semble indispensable de le dire, Viktor Orban est hongrois. Pour comprendre Viktor Orban, il faut comprendre la Hongrie. Pour comprendre la Hongrie, il faut comprendre l'Europe centrale. Viktor Orban est conservateur, ce qui implique de comprendre la philosophie politique conservatrice. Or, en France, nous sommes plutôt habitués à nous quereller entre libéraux et socialistes. Il y a une difficulté à saisir la substance de la philosophie conservatrice. Et puis, Viktor Orban, comme tout individu, est un homme de son temps, quelqu'un qui est né politiquement dans les années 90, et les années 90 en Hongrie et en Europe centrale sont assez particulières à étudier. Trois piliers. Le premier, donc Viktor Orban est un Hongrois est le citoyen d'un pays qui se situe en Europe centrale. Et que sont les pays d'Europe centrale? Ce sont des petites nations. Des petites nations, c'est-à-dire pas simplement des États dont la superficie serait assez réduite. Ce sont des nations qui ont grandi dans la peur de disparaître, puisqu'elles ont été, tout au long de leur histoire, la proie d'empires, coincées entre l'ogre russe et les grandes puissances de l'Ouest. La Pologne a disparu pendant 150 ans, la Hongrie a été occupée pendant plus de 200 ans, sur son flanc sud par les Ottomans, sur son flanc est par les Transylvaniens, sur son flanc ouest par l'Autriche. Vous avez donc des nations qui se sont construites sans État, voire contre l'État impérial. Autrement dit, la nation existe culturellement avant d'exister étatiquement. Ce qui implique que les liens sociaux et culturels l'emportent sur les liens juridiques et politiques. La France est l'archétype de l'État qui a été construit, de la nation qui a été construite par un État. L'Europe centrale, ce sont des nations qui se sont données un État. Un autre point qui est fondamental et que vous allez retrouver dans la lutte contre le communisme entre les années 50 et les années 90, à travers un grand nombre d'écrivains, et je dois à ces écrivains le fait de m'être intéressé à l'Europe centrale, à commencer par le plus connu d'entre tous, que nous connaissons bien en France, Milan Kundera. Lorsque vous lisez les textes et les discours de Milan Kundera, d'opposition au communisme, il est absolument évident que le mai 68 centre-européen n'avait rien à voir avec le mai 68 occidental. Nous avons tendance à croire, parce que les deux événements ont eu lieu en même temps,
que nous étions tous deux en train de lutter contre l'ordre, contre la tradition et contre une morale que nous estimions trop pesante sur les individus. Cela était vrai pour l'Ouest. À l'Est, au contraire, face à un pouvoir qui voulait détruire les racines spirituelles et nationales de ces peuples, la liberté revendiquée par les peuples d'Europe centrale n'était pas de s'affranchir des traditions, mais de pouvoir s'y inscrire, les prolonger et les transmettre. Et je voudrais juste vous lire ce petit paragraphe de Milan Kundera qui dit tout. Le Mai parisien mettait en cause ce qu'on appelle la culture européenne et ses valeurs traditionnelles. Le printemps de Prague, donc le mai 68, centre européen, c'était une défense passionnée de la tradition culturelle européenne, aussi bien le christianisme que l'art moderne, tous deux pareillement niés par le totalitarisme soviétique. Et écrit-il un peu plus tard, dans un article de 1983, dans la revue Le Débat, que dirigeaient Marcel Gauchet et Pierre Nora, que l'opposition au communisme et au totalitarisme était d'essence conservatrice, parce qu'il s'agissait, au fond, de prolonger le passé, de se révolter contre la révolution menée par l'État, contre la culture, la souveraineté des peuples et leur tradition nationale. Et vous avez encore aujourd'hui, en Europe centrale, la peur de disparaître. La peur de disparaître parce que la nation étant un cadre culturel, si cette nation devient multiculturelle, eh bien de fait, c'est la culture de ces peuples qui disparaîtra, et en disparaissant, c'est la nation elle-même qui disparaîtra. Milan Kundera, aussi dans des discours, relie la question de la langue tchèque à la survie de la nation tchèque. Parce que, dit-il, si les Tchèques ne parlent plus le tchèque, qui d'autre s'appropriera notre langue? Et aujourd'hui, il voit l'Union européenne comme un nouvel empire, si bien qu'au fond, nous ne sommes pas les héritiers du même traumatisme. L'Europe de l'Ouest vit dans la crainte du retour du nationalisme, l'Europe de l'Est dans la crainte du retour de l'impérialisme. Nous vivons comme les héritiers d'un désastre dont Hitler fut le protagoniste, ils se vivent comme les héritiers d'un désastre dont le communisme fut jusqu'à la fin des années 80 le protagoniste. Et encore aujourd'hui, si vous lisez Viktor Orban, il mettra en avant le fait que jamais, comme il disait pour célébrer les 60 ans de la révolte contre le communisme de 1956, dont nous fêtons d'ailleurs aujourd'hui un nouvel anniversaire, il disait « Jamais depuis le départ des troupes soviétiques en 1989, nous pensions de nouveau être soumis à une nouvelle force homogénéisatrice qui chercherait de nouveau à nous couper de nos racines nationales. » Donc le parallèle qui est fait entre l'Union européenne et le communisme, qui peut paraître absurde, fait du sens quand on se situe dans un pays qui a plusieurs fois craint de disparaître parce qu'un empire voulait lui imposer, contre son gré, un ensemble de valeurs qu'il estimait à rebours de ses propres conceptions. Ça, c'est pour la partie, Viktor Orban est un Hongrois, un centre européen, et il faut avoir en arrière-fond, en tête, cet arrière-fond historique pour comprendre leur prise de position aujourd'hui, notamment, vous l'aurez compris, sur l'immigration. Je disais que Viktor Orban est conservateur. Peut-être qu'on pourra y revenir un peu plus tard, je ne m'étendrai pas forcément très longtemps sur cet aspect, très philosophique, que je développe dans mon livre, mais peut-être d'un mot. Vous savez que le conservatisme est né sous la plume d'Edmund Burke à la fin du XVIIIe siècle, qui était irlandais, qui s'opposait à la Révolution française, non pas par opposition à la liberté, il a défendu la liberté des Indiens contre l'Empire britannique, mais contre la prétention des révolutionnaires à fabriquer un homme nouveau, un monde nouveau, qui se détacherait de tout ce qui avait précédé, de toutes les traditions qui permettent d'inscrire l'homme dans une communauté politique riche de sens. Et disait-il, le problème des droits de l'homme est qu'ils font de l'homme un individu alors qu'il est un héritier. Nous ne sommes pas des individus purs, nous ne tombons pas du ciel, nous sommes le produit d'une histoire, nous avons une marge de manœuvre par rapport aux traditions, mais nous sommes aussi, à notre corps défendant, mais ce sont nos limites qui là nous sont rappelées, les héritiers d'une histoire qui
participe de notre vision du monde et donc de notre capacité à agir dans le monde. Un homme privé de tradition, privé de concepts, ne peut pas penser le monde et ne peut pas agir dans le monde et donc être le citoyen d'une collectivité humaine. Un dernier mot sur le conservatisme, cette phrase de Roger Scruton, qui est surnommé le Finkielkraut anglais, qui nous a quittés l'année dernière et qui, depuis 1989, était régulièrement reçu par Viktor Orban, par les conservateurs d'Europe centrale. Roger Scruton, qui est un intellectuel qui s'inscrit dans la filiation d'Edmund Burke et que Viktor Orban lisait régulièrement. C'est d'ailleurs ce que rapporte une journaliste de Mediapart qui a écrit un livre que je vous recommande, Dans la tête de Viktor Orban, qui, sur le parcours du personnage, est tout à fait intéressant. Et je crois que cette phrase permettra peut-être de clore ce point. Que nous dit Roger Scruton sur le conservatisme? Le conservatisme, c'est ce sentiment que toutes les personnes d'âge mûr partagent sans mal, le sentiment que les choses bonnes peuvent être aisément détruites, mais non aisément créées. Autrement dit, les choses précieuses qui composent notre existence sont fragiles. Parce qu'elles sont fragiles, il faut les préserver et les transmettre. Et c'est là où, en fait, la philosophie conservatrice rejoint la sensibilité centro-européenne face à la perspective qui les domine, d'un jour peut-être disparaître. L'hymne polonais commence par « La Pologne n'a pas encore disparu ». L'hymne hongrois se conclut en disant « Dieu prend le Hongrois en pitié, ce peuple a déjà tout expié, l'avenir comme le passé ». Là où l'hymne allemand commence par dire « Ô patrie rayonnante » et l'hymne français sonne le branle-bas de combat, proclamant que le jour de gloire est arrivé. Et vous voyez bien là la distinction entre petites nations qui se sentent vulnérables et grandes nations qui sont convaincues de leur éternité. Le dernier point, et qui nous ramènera peut-être à des aspects plus concrets sur la politique actuelle, c'est que Viktor Orban est un homme de son temps, comme je le disais, n'importe quel individu. Il est donc né politiquement dans les années 90, année où la Hongrie, comme l'ensemble des États d'Europe centrale, est passée du communisme au capitalisme, je dirais presque en quelques jours. Dans les années 90, les inégalités ont explosé, un appauvrissement de la population a accompagné l'émergence du capitalisme et surtout l'économie est passée sous pavillon étranger. Les entreprises étaient de fait publiques, elles sont devenues la propriété de capitalistes allemands. Les titres de presse en Hongrie, jusqu'en 2010, étaient à 80% la propriété de patrons allemands. J'en discutais avec l'ambassadeur de Hongrie en France qui me disait « Si 80% des médias français étaient détenus par des capitaux russes ou américains, on se poserait des questions. » Dans les années 90, la critique de l'ouverture de l'économie vient de la droite. Les communistes se sont convertis en sociolibéraux bon teint, et c'est à droite que les premières critiques de cette ouverture tous azimuts a émergé. Krasnodębski, qui est le grand penseur du conservatisme polonais, eurodéputé actuellement, dit que les Polonais, en s'adaptant au capitalisme occidental, sont devenus plus royalistes que le roi, plus capitalistes que les capitalistes. Il dit que nos démocraties sont devenues des démocraties de marché qui ont favorisé l'atomisation du corps social, c'est-à-dire la dislocation des liens qui reliaient les Polonais à qui on expliquait que leur tradition, notamment chrétienne, était désuète face au monde qui vient. Et si vous voulez comprendre pourquoi, depuis que Viktor Orban a pris le pouvoir en 2010 et que les conservateurs polonais l'ont pris en 2015, ceux-ci mettent l'accent sur le retour de l'État dans l'économie, il faut avoir en tête l'importance de ces années 90. Dans les années 2000, Viktor Orban est dans l'opposition, il a dirigé le pays entre 1998 et 2002, il est dans l'opposition et il dit demain, il faudra choisir entre le capitalisme sauvage et la solidarité. C'est-à-dire d'abord la cohésion du peuple, ensuite l'adaptation aux lois du marché. Quand Viktor Orban reprend le pouvoir en 2010,
suite à la crise économique de 2008 qui a été absolument terrible dans ces pays. La première chose qu'ils mettent en place, la nationalisation de grands groupes étrangers, la taxation des grandes banques étrangères, l'abaissement du taux directeur de la Banque centrale, l'augmentation des revenus de la fonction publique, un ensemble de dispositions à contre-courant complet qui fera dire à Henri Mallos, qui dirigeait à l'époque le Conseil économique et social européen, candidat écologiste aux dernières élections, on est au début des années 10, que l'exemple hongrois montre qu'il existe une alternative à l'austérité en Europe. Quelque chose que, j'imagine, vous n'avez peut-être pas entendu. Le Monde, d'ailleurs, qui est le principal organe de presse d'opposition à toute forme de critique de l'Europe telle qu'elle évolue, publiait au début des années 10 un article qui montrait qu'il y avait une forme de gaullisme dans la politique menée en Hongrie, dans la mesure où, après le tout État des années communistes, après le tout marché des années 90, il s'agissait de développer un capitalisme d'État, de magariser l'économie nationale pour réaffirmer la souveraineté de la nation. Ça, ce sont les réformes mises en place au niveau économique. Et l'illibéralisme de Viktor Orban, c'est-à-dire donc une politique qui prend le contre-pied des dogmes libéraux, c'est d'abord focalisé sur le terrain économique. Les premières tensions avec l'Union européenne commencent sur le terrain économique, puisque l'Union européenne estime qu'il va à l'encontre des traités que de fixer le taux directeur de la Banque centrale. Les États ne doivent pas tenir l'économie, de même qu'ils ne doivent pas tenir le terrain culturel, leurs frontières, ils doivent aussi délaisser évidemment le terrain économique. Aux élections de 2014, première élection après le raz-de-marée conservateur de 2010, Viktor Orban dira d'ailleurs « Si nous perdons, ce sera la finance internationale incarnée par la gauche qui reprendra le contrôle du pays. » L'immigration n'est à ce moment-là absolument pas un sujet. L'autre sujet, avant d'en venir à la thématique plus culturelle, c'est la justice. Il faut savoir que la Hongrie vivait jusqu'en 2012, date de l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution, à travers une constitution qui avait été rédigée en 1949 par les communistes. Alors certes, dans les années 90, quand la Hongrie devient une démocratie, un certain toilettage de cette constitution va avoir lieu, et puis surtout une Cour suprême qui va tirer de sa jurisprudence de grands principes qui vont faire que, de fait, le cadre constitutionnel va évoluer. Mais la Hongrie continuait de vivre avec la constitution communiste de 1949. Viktor Orban va donc constituer son pays d'une nouvelle constitution pour réancrer la nation sur une base chrétienne assumée et nationale. Une base chrétienne assumée, puisque dans la constitution hongroise, vous pouvez lire que la Hongrie est l'héritière de Saint-Étienne. Saint-Étienne, le roi Étienne qui en l'an 1000 a fondé la Hongrie, sur la plaine de Pannonie, où les Huns, où les Avars, où tout un ensemble de peuplades ont essayé de s'installer. Et c'est parce qu'il a réussi l'exploit sur cette terre de construire un royaume chrétien que le pape Grégoire VII, en l'an 1000, a canonisé le roi Étienne et que le roi Étienne est devenu Saint-Étienne. Si vous visitez la magnifique ville de Budapest et le Parlement de Budapest, vous verrez au cœur même du Parlement la couronne de Saint-Étienne. En préambule, il est donc rappelé que la Hongrie est l'héritière de Saint-Étienne, fait partie intégrante depuis 1000 ans de l'Europe chrétienne. Vous lirez que la famille repose sur un lien consenti entre un homme et une femme. Vous lirez qu'il est du devoir des représentants de la nation de protéger le hongrois, langue solitaire. Je cite la Constitution. Cette Constitution va irriguer le programme politique qui va être mis en place. Je parlais de l'économie, au niveau juridique, et c'est là où nous parlons de la remise en cause de l'état de droit. Viktor Orban va chercher à modifier la composition idéologique de la Cour suprême, donc de la Cour chargée de censurer les lois votées par le Parlement. Alors il va le faire en passant outre les mesures qui prévoient le renouvellement de cette Cour, ce qui va légitimement susciter les réactions de l'Union européenne. Mais dit-il, et le ministre de la Justice me le disait, nous avons fait une erreur sur la forme, mais sur le fond, je pense que nous avons raison. Le rôle des juges est de contrôler la conformité des lois à la Constitution. Elle n'est pas de faire la loi et de dire quelles sont les valeurs de la société. Il y a un grand livre qui a été écrit sur le sujet, sur
le rapport de force en Occident entre les cours de justice et la souveraineté populaire, qui a été écrite par Ran Hirschel et qui parle, politologue canadien, et qui parle de juristocratie, qui dit que nos démocraties sont devenues des juristocraties, puisque désormais les cours de justice ont davantage d'impact que les parlements dans le processus de production des normes collectives. Remise en cause du primat du marché, remise en cause du primat du juridique sur le politique et la souveraineté populaire, remise en cause du primat de l'individu sur la société et ses références collectives. Et c'est là où vous avez cette politique migratoire. Viktor Orban est présent en Hongrie en 2015, au moment des attentats de Charlie Hebdo. Il en tire la conclusion suivante. L'islamisation des sociétés européennes crée une division intérieure qui ne pourra que mener les nations européennes, les vieilles nations européennes, à renier leurs principes pour trouver les termes d'un hypothétique terrain d'entente. Pour lui, la question est claire, il en va de la survie de la nation, non à l'immigration extra-européenne. Par ailleurs, vous l'aurez compris, sa politique est volontariste au niveau économique, au niveau migratoire, au niveau familial également. Je parlais de la peur de disparaître. Il faut savoir qu'en 2010, lorsque Viktor Orban prend le pouvoir, les Hongrois font 1,1 enfant par femme. Nous en sommes aujourd'hui à 1,5. Les mariages ont augmenté de 40% parce que vous avez eu une politique familiale extrêmement généreuse, et notamment aussi en Pologne. Il faut savoir qu'en Pologne, dès le premier enfant, notamment pour les milieux populaires, qui plébiscitent le PiS, le Parti conservateur. Il faut savoir que la gauche n'existe même plus au Parlement. En Pologne, la politique sociale a été adossée à une volonté nataliste. Les médicaments sont gratuits pour les personnes âgées. En Hongrie, l'accès à la propriété est favorisé pour les familles nombreuses. Et les impôts sont supprimés pour les femmes qui font plus de 4 enfants. Et donc vous avez une politique volontariste qui dit au fond, il faut que les Hongrois fassent des enfants si nous ne voulons pas que demain nous n'ayons que pour seule solution celle que propose l'Union européenne. Peut-être pour conclure, et je suis tout à fait disposé à répondre à vos questions, je dirais que la critique de la toute-puissance des juges, du marché et des droits de l'individu, la critique du libéralisme en Hongrie a, je crois, toute sa place en France, ce qui ne veut pas dire que nous devons faire la même chose. Je passe mon temps dans mon livre à expliquer qu'il faut tenir compte du contexte historique dans lequel s'expriment ces idées. Nous sommes les héritiers d'un autre contexte historique, nous avons une autre tradition, et je crois pour ma part à l'assimilation. On pourra peut-être en discuter. En tout cas, je crois que la critique du libéralisme telle qu'elle émerge en Europe centrale peut nous aider à penser les limites de la démocratie libérale pour une raison assez simple qui a été exposée par des auteurs qui n'ont rien dit de libéraux, comme Raymond Aron, qui est l'un de mes maîtres à penser et que je cite de nombreuses reprises dans mon livre, et qui disait, je finirai peut-être là-dessus, qui disait « Pour laisser à chacun une marge de manœuvre dans sa vie personnelle, encore faut-il que les individus aient en commun un certain nombre de valeurs et partagent et considèrent un même système d'idées pour vrai. Autrement dit, dit-il, avant d'être libre, il faut qu'une société soit. La question qui se pose n'est pas celle de la liberté, mais de ce que nous sommes. Viktor Orban y répond, à nous d'y répondre, et je pense que l'Europe centrale nous aide à y répondre. Nous avons tendance à dissocier la souveraineté de l'État de la culture nationale. Or, moi, je pense que pour qu'un peuple désire continuer d'être souverain, encore faut-il qu'il se pense comme un peuple. Si vous voulez, la démocratie, ce n'est pas simplement des droits et des libertés consacrés par les constitutions, ça suppose aussi un démos, et pour qu'il y ait un démos, il faut qu'il y ait des références communes. Et donc,
la référence aux racines chrétiennes, même dans une Hongrie assez largement déchristianisée, fait sens, puisque même quand on n'est pas chrétien, Viktor Orban dit d'ailleurs, même les athées sont chrétiens en Europe. Parce que nous avons ce fond commun qui nous relie et qui, j'ai envie de dire, est à la disposition de qui veut bien s'inscrire dans notre patrimoine spirituel et culturel. Donc, je pense que le combat pour la cohésion de la nation, d'un point de vue culturel, va de pair avec le désir d'être souverain, de demeurer un peuple libre. Voilà. Pour vouloir être un peuple libre, il faut déjà se penser comme un peuple. Et pour se penser comme un peuple, il faut avoir des choses en commun. Le christianisme fait bien évidemment partie de notre patrimoine collectif. Oui, oui, une cohésion dans le déracinement. Il y a un auteur britannique qui est très intéressant, qui oppose les somewhere et les anywhere, les gens de quelque part et les gens de nulle part. Vous connaissez David Goodhart. Et en effet, je crois que c'est une dimension que beaucoup ont sous-estimée. Il n'y a pas simplement une demande d'enracinement de peuples qui se sentent perdus et qui réclament repères et frontières. Il y a aussi des gens qui justement réclament la poursuite de notre intégration à un grand tout que serait le monde et ses valeurs universelles. Et donc, vous avez de fait une forme de confrontation qui rejoint un clivage sociologique et un clivage géographique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Hongrie comme en Pologne, les endroits qui plébiscitent les partis conservateurs, ce sont les campagnes et les villes moyennes, comme un petit peu en France, si vous voulez. Viktor Orban, depuis 2010, c'est un raz-de-marée électoral à chaque élection, législative, municipale et européenne, sauf aux dernières élections municipales, où il a perdu 5 villes, il les avait toutes, les 5 plus grandes villes du pays. Et c'est dans cette ville-là où vous avez des partis très proches d'Emmanuel Macron qui montent autour de thématiques de lutte contre la corruption et sur l'environnement. Vous voyez ? Et donc, ce ne sont pas du tout des gens qui réclament en effet un enracinement national et qui sont d'ailleurs souvent aussi des gens qui ont fait des études. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que beaucoup ont fait des études à l'Ouest et au fond pour eux, les années 90, comme nous exigions des peuples d'Europe centrale qu'ils imitent l'Ouest, le meilleur moyen d'imiter l'Ouest, c'était carrément d'y aller. Et vous avez par exemple Viktor Orban qui, pour maintenir sa jeunesse, a essayé de mettre en place une forme d'obligation qui était de dire si vous possédez une bourse d'État pour aller faire vos études en Autriche, vous devez tel nombre d'années à l'État. L'Union européenne est intervenue pour dire que cela entravait la libre circulation des individus. Et donc c'est intéressant de voir comment le politique qui cherche à assurer le devenir toujours incertain d'une collectivité humaine se trouve empêché d'agir au nom d'une conception de la liberté absolutisée et qui, pour le coup, a des effets tout à fait néfastes, en tout cas d'un point de vue hongrois. Alors, la grande réussite, le groupe de Visegrad, pour le présenter rapidement, fait écho à un accord passé en 1335 entre les royaumes de Bohême, de Hongrie et de Pologne pour se coaliser contre la menace autrichienne. Ce groupe a été réactivé en 1991, prélude à l'adhésion à l'Union européenne, et a été réactivé en 2015 par Viktor Orban pour peser sur les questions migratoires. Si vous suivez aujourd'hui ce qui se passe à Bruxelles, il y a la volonté de changer le règlement dit de Dublin, qui fait que quand un demandeur d'asile arrive en Europe, il doit déposer sa demande sur le premier sol européen foulé. L'idée désormais sera demain que ce ne soit pas le premier sol européen foulé, mais qu'il y ait un mécanisme de solidarité obligatoire, bel oxymore, qui oblige à répartir les réfugiés partout en Europe. Ce règlement ne pourra pas voir le jour puisqu'il impose un consensus et les nations d'Europe centrale, qu'elles soient dirigées d'ailleurs par des conservateurs ou par des sociodémocrates comme en Slovaquie ou des libéraux comme en République tchèque, sont d'accord sur le fait que 1. La souveraineté nationale est importante et 2. Que le multiculturalisme n'est pas une option pour le devenir de leur société. Donc je dirais qu'il y a des discussions entre Visegrad et Bruxelles, mais il y a surtout un pouvoir de nuisance de Visegrad parce que ces 4 nations font bloc et parviennent, en tout cas encore aujourd'hui, et j'en dirai un mot, à refuser l'évolution des quotas d'immigration. L'Union européenne répond maintenant en disant
les crédits européens dont vous bénéficiez, nous allons vous les retirer si vous ne respectez pas l'état de droit. Respecter l'état de droit, c'est-à-dire respecter les droits fondamentaux des personnes qui s'installent en Europe. Vous comprenez la logique. Et donc là, je dirais, ce conflit est devant nous. Il sera dur à mener parce qu'en France, bien évidemment, dès qu'on parle de l'état de droit, tout le monde se met au garde à vous et tout le monde comprend qu'il est hors de question de le remettre en question. En fait, ce n'est pas l'état de droit qu'il faut remettre en question, mais c'est l'évolution de l'état de droit qui, comme je le disais tout à l'heure, empêche le politique d'agir sur le terrain sécuritaire, migratoire et islamiste. Il forme un groupe à l'Union européenne, enfin, au Parlement européen? Alors, ce n'est pas un groupe politique, c'est la coordination de l'action des chefs d'État. C'est-à-dire, vous savez, l'Union européenne, donc, il y a le Parlement, puis il y a surtout les décisions entre chefs d'État. Et c'est au moment où ces chefs d'État se réunissent que le groupe de Visegrad se réunit. Ils ont quand même placé des députés au Parlement européen. Alors, vous avez par exemple les conservateurs hongrois siègent avec le PPE, donc avec LR, hein, la CDU, et se pose régulièrement la question de leur exclusion. Viktor Orban dit, au fond, nous sommes la CSU du PPE. La CSU, c'est les alliés de la CDU en Allemagne, c'est la partie la plus conservatrice. Et donc il dit, la droite européenne a besoin d'une jambe droite et d'une jambe gauche, nous sommes la jambe droite. Donc Viktor Orban et ses amis politiques, hein, ses partisans sont avec le PPE, les conservateurs polonais, eux, sont dans un groupe souverainiste, clairement souverainiste, avec les conservateurs anglais, par exemple, qui vont donc nous quitter. Mais ils siégeaient avec les conservateurs britanniques. Donc ils ne sont pas ensemble hein, au Parlement, mais voilà, c'est vraiment, encore une fois, les chefs d'État. Le groupe de Visegrad, c'est un groupe de coordination diplomatique entre chefs d'État. Oui, en fait, chaque pays membre est censé en avoir un. Il y a eu un changement dernièrement. Je ne sais pas quel est le portefeuille du Hongrois. Je parlais du changement, pourquoi? Parce que le portefeuille du Hongrois était celui de l'élargissement. Et comme c'était l'ancien garde des Sceaux, l'ancien ministre de la Justice de Viktor Orban, et qu'on reproche beaucoup de choses sur le terrain de la justice à Viktor Orban, on a trouvé un petit dossier gênant pour écarter ce ministre qui fut, au passage, ambassadeur de Hongrie en Belgique, en France, juge à la Cour suprême, et qui sort un livre dont nous devrions entendre parler, c'est un excellent francophone et un homme tout à fait estimable. Mais voilà, chaque pays doit disposer d'un commissaire. La Hongrie en avait un, ça devait être le commissariat à l'élargissement. C'est un autre depuis, mais j'ignore d'ailleurs quelle a été la nouvelle attribution qu'on lui a donnée. D'ailleurs, je pense que c'est toujours ce même portefeuille, mais du coup, c'est quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tant que l'Union européenne continue de fonctionner sur le principe de l'unanimité, ils sont en quelque sorte préservés. Mais de fait, vous avez régulièrement, et vous avez des procédures de sanctions lancées par la Commission européenne à l'égard de la Hongrie et de la Pologne, qui pourraient exclure ces pays du processus de décision communautaire. Mais ces décisions ne peuvent pour le moment pas être concrétisées, puisqu'il faut que les 27 soient d'accord. Donc tant que la Hongrie pour allier la Pologne, parce que sur certaines questions, la République tchèque et la Slovaquie ne suivent plus. Tant qu'en fait la Hongrie a la Pologne, ça suit. Les conservateurs polonais gagnent leurs élections, mais c'est quand même assez serré. Le jour où la Pologne change de bord politique, des sanctions seront sans doute prises à l'égard de la Hongrie. Donc ça tient, je dirais, à peu de choses. Ouais, c'est une bonne question. Ils ne sont pas pour sortir. Parce que les peuples d'Europe centrale ne sont pas pour sortir de l'Union européenne, parce qu'ils bénéficient de fonds européens, et quand on défend l'intérêt national, on prend ce qui est bon aussi. Et oui, il n'y a pas de majorité pour une politique de sortie de l'Union européenne. Non, l'idée est vraiment de peser de l'intérieur. Avant les dernières élections européennes, Viktor Orban avait ce mot, il disait « il faut dégager l'élite 68arde et la remplacer au niveau européen par une élite 90arde, c'est-à-dire qui renvoie à 1990, à l'avènement de la démocratie en Hongrie, et il l'a définie comme ça, cette élite des années de 1990, 90arde, chrétiennement engagée,
national et anticommuniste. Je crois qu'il y a quand même aujourd'hui, dans les partis plutôt souverainistes, une attention à la question sociale. Et d'ailleurs, je pense que chez les Gilets jaunes, en tout cas moi c'est l'analyse que je fais, il y avait derrière les revendications, au fond, à la fois la cohésion et l'autorité. C'est-à-dire que, de nouveau, l'idée était de rapatrier les élites dans le giron de la nation. Et était de dire, vous êtes responsables du devenir de notre nation, vous devez nous protéger et vous devez réaffirmer l'autorité de l'État, étant donné l'impuissance qui le caractérise sur le terrain notamment économique. Et donc, je dirais que le lien entre l'identité, le sentiment national et la demande de cohésion territoriale et sociale par le retour d'une action politique beaucoup plus volontariste, elle est largement présente dans la population et je pense qu'un certain nombre de partis, comme le Front National aujourd'hui, essayent justement d'incarner une tendance politique qui fonctionnerait sur ces deux jambes. C'est aussi le cas de Debout la France, d'un certain nombre de partis. J'ai expliqué tout à l'heure que j'avais été proche d'Henri Guénaud et aujourd'hui de Julien Aubert. Donc je pense que ce sont des gens qui sont aussi tout à fait sur cette ligne, puisque c'est la ligne gaulliste au fond. Et la ligne gaulliste existe encore aujourd'hui, même si elle est minoritaire, notamment dans la droite partisane. Alors ça, c'est une très bonne question. Alors la Hongrie a des très bonnes relations avec Poutine, puisque la Hongrie n'a pas la même histoire, le même rapport à l'URSS que la Pologne. La Hongrie a eu davantage de marge de manœuvre. Et d'ailleurs, ça, c'est très intéressant à souligner. Un ancien proche de Kadar, qui a été donc le dirigeant communiste pendant 30 ans, disait que, à la fin des années 60, nous sommes allés à Moscou et nous voyions comment les moscovites s'habillaient. Nous sommes revenus en Hongrie et nous nous sommes dit il faut qu'on s'habille comme eux. Et puis on voyait les Hongrois habillés de façon traditionnelle et on s'est dit au fond, pourquoi leur demander de changer leurs habitudes? Et donc ils ont voulu construire une sorte de communisme national. Et Kadar continue d'avoir en Hongrie une certaine une image positive. On le dissocie de l'impérialisme communiste et Viktor Orban, il peut lui arriver de le citer. Donc il n'y a pas le même rapport à l'URSS. En revanche, la Pologne, pour des raisons bien antérieures à l'URSS, continue de craindre que la Russie, évidemment, s'affirme. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à l'OTAN, Emmanuel Macron sur l'OTAN dit des choses intéressantes, mais n'en fait rien. Et sur d'autres sujets, c'est à peu près la même chose. Sur l'OTAN, il dit, au fond, la Russie n'est pas notre ennemi. Notre ennemi est au sud, ce sont les islamistes. Et en plus, la Russie est en Europe. Il va en Pologne pour dire aux Polonais, essayez de dépasser votre hostilité envers la Russie, parce que si nous voulons la sécurité en Europe, il faut retrouver de meilleures relations avec les Russes. Mais Macron dit cela pour faire avancer l'idée d'Europe de la défense sans proposer de sortie de l'OTAN. Pourquoi voulez-vous que les Polonais, qui sont aujourd'hui protégés par les Américains, sortent de quelque chose qui existe pour quelque chose de purement théorique, sachant qu'il n'est hors de question de revenir sur la chose qui existe, en l'occurrence l'OTAN. La proposition de Macron ne tient pas 2 secondes et donc l'Europe de la défense n'existera pas tant que les nations européennes seront convaincues qu'il faut rester dans l'OTAN. Voilà. République tchèque et Slovaquie, pardon ? Non, ce sont des nations qui, par rapport à la Russie, je dirais, conservent une certaine distance, mais c'est surtout la Pologne. C'est surtout la Pologne qui, je dirais, joue des 4 fers pour éviter tout rapprochement. Donc, je mettrais la Pologne à part et je ne dirais pas que la République tchèque et la Slovaquie ont des relations très poussées avec la Russie. Là, surtout en comparaison aux relations entre Orban et Poutine qui sont assez bonnes, y compris sur le terrain économique.
Oui, merci, parce que dans tous les discours d'Orban, vous avez une vision pour l'Europe. C'est-à-dire, à aucun moment, vous n'avez simplement un discours qui consiste à dire « nous sommes hongrois, nous devons protéger notre souveraineté ». Il y a toujours un lien qui est fait avec que doit être l'Europe. Et en fait, si vous voulez, contre l'Europe du droit et du marché, il y a une Europe civilisationnelle à défendre. Et il dit l'Europe s'est construite à travers ses nations, et donc il faut construire une Europe de la coopération nationale, avec pour fond commun la défense de cette civilisation héritière du christianisme, qui suppose qu'on laisse les coups des franges aux États qui sont responsables des frontières extérieures de l'Union européenne, telles que le prévoit le traité de Schengen. Et lorsqu'elle, en Hongrie, met des barbelés autour de ses frontières, elle ne fait au fond qu'appliquer le traité de Schengen. Notons d'ailleurs qu'en 2015, c'est l'Allemagne qui a en premier fermé ses frontières, après les avoir laissées grandes ouvertes. Et donc, la Hongrie n'est venue qu'en réaction au flot d'immigrés que la décision allemande a généré. Elle avait demandé d'ailleurs le remboursement de la moitié de la construction du mur à l'Union européenne. Oui, c'est-à-dire qu'on se pose sans arrêt la question de comment protéger nos frontières européennes. La Hongrie dit « laissez les nations qui sont aux frontières de l'Europe s'en occuper ». On va le faire. Oui, cependant, justement, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'ils entrent dans l'Union européenne, Václav Havel, qui était le grand dirigeant tchèque, disait « l'Europe ne doit pas être qu'un marché, elle doit être aussi une entité spirituelle, etc. » Ça, c'est le fil rouge de l'Europe centrale. Toujours rappeler à l'Europe qu'elle n'est pas que matérialiste, qu'elle n'est pas qu'une juxtaposition d'individus, qu'elle est une civilisation. Ça, vous pouvez, et je le dis dans mon livre, prendre tous les auteurs que vous voulez depuis 200 ans, ils disent la même chose. C'est vraiment le fil rouge de leur apport à l'idée européenne. En fait, l'Europe n'était qu'un marché. Elle est devenue plus qu'un marché. Elle a désormais des valeurs listées à l'article 2 du traité de l'Union européenne, et elle y tient. Et elle cherche à les imposer à travers la notion d'état de droit. Donc, ils n'ont pas le diktat de l'Union européenne lié à la monnaie unique. En revanche, comme l'Union européenne est désormais aussi autre chose, notamment sur le terrain des valeurs, sur le terrain du droit, vous avez quand même je dirais, une forme de pression exercée sur leurs épaules par Bruxelles, sans commune mesure avec ce que nous pouvons, nous, ressentir à l'Ouest, où on passe sur un certain nombre de choses qu'on ne laisserait jamais passer en Europe centrale. Ces pays sont surveillés, sont sous surveillance. Si vous voulez retrouver une souveraineté juridique, il faut absolument sortir de la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour, alors ça c'est très intéressant. La Convention européenne des droits de l'homme date des années 50. La France l'a ratifiée en début de l'année 74, après la mort de Pompidou, avant l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. C'est Alain Power, centriste, président du Sénat, qui l'a ratifiée. On pose la question au général de Gaulle, voulez-vous ratifier cette Convention européenne des droits de l'homme? Il demande à Jean Foyer de lui faire un avis, et Jean Foyer lui dit non, parce que nous serons soumis au diktat de juges étrangers. Et de Gaulle a cette formule, que vous avez sans doute peut-être déjà entendu parler, d'abord il y a la France, ensuite il y a l'État, et autant que l'intérêt des deux est sauvegardé, il y a le droit. Donc on a renversé les choses, d'abord le droit, notamment des individus, et ensuite on verra pour le reste. La CEDH, dans un avis rendu en 1979, dit au fond qu'il est du devoir des juges d'adapter les juridictions nationales à l'évolution des mœurs des sociétés. C'est un avis de 1979 que je mets dans un article que j'ai rédigé pour le Figaro il y a environ 2 semaines. Vous avez un ensemble de dispositions qui donnent à cette Cour un droit de prescription en matière de normes et de valeurs. La Cour européenne des droits de l'homme ne fait pas partie de l'Union européenne, mais ces avis prennent un caractère juridique à travers les juridictions nationales qui s'appuient sur sa jurisprudence pour rendre leurs décisions. Et quand vous avez le président de la Cour de cassation en France, qui dit « il faut désormais prendre nos décisions en référence à la Cour européenne des droits de l'homme, de préférence, je cite, aux lois nationales », vous avez de fait là des juges qui s'extirpent de la démocratie, du cadre national, pour adopter
des principes qui sont édictés par des juges avec toute la subjectivité que cette prise de décision comporte. Donc vous devez sortir de la CEDH pour être cohérent. La décision très concrète qu'il faudrait prendre, et Jean-Éric Schottel, qui était l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, a publié cette semaine dans le Figaro un article sur ce point, consiste à dire, pour redonner au politique qui a, lui, la vraie légitimité, c'est-à-dire la légitimité populaire, pour lui redonner le dernier mot dans le processus de décision, il faut que lorsqu'une loi est votée, donc après son passage à l'Assemblée nationale et au Sénat, lorsqu'elle est censurée par le Conseil constitutionnel, cette loi puisse quand même être votée si les deux chambres votent le texte conforme, sans le modifier. Dès lors, ce seront les politiques qui auront le dernier mot, et tout, au fond, ne sera qu'une question de volonté politique. On ne pourra plus se cacher derrière la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui a d'ailleurs tendance à s'affirmer sur un nombre de points toujours plus nombreux, qui fait qu'au fond, le Conseil constitutionnel devient une Cour suprême, alors que la tradition même d'une Cour suprême est complètement étrangère à la tradition républicaine française, qui est elle-même le produit de la Révolution française, qui s'est construite contre les juridictions d'Ancien Régime, les parlements d'Ancien Régime, qui venaient limiter, corseter la capacité d'action du roi de France. Voilà, elle est partie intégrante en effet de l'architecture Union européenne, donc vous ne pouvez pas en sortir, sauf à sortir de l'Union européenne. Mais je dirais que sortir de la CEDH sur la question des mœurs, sur les questions culturelles, sur les questions d'immigration, sur les questions de regroupement familial qui sont imposées aux États, sur le fait d'empêcher les États d'expulser un étranger dès lors qu'en retournant dans son pays, il serait menacé, ce sont des choses qui viennent à chaque fois de cette Cour. Et donc, sortir de la CEDH serait déjà, je pense, enfin c'est même sûr, un premier stade tout à fait important. Non, vraiment, je pense que la première raison, c'est parce que si vous demandez aux Hongrois est-ce qu'ils veulent sortir de l'Union européenne, ils vous diront non. Vraiment, l'Union européenne, le fait d'être dans l'Union européenne leur convient. Donc l'idée est de peser de l'intérieur. Et quand l'Italie était dirigée par Salvini, Viktor Orban disait « Nous avons enfin une grande nation de l'Ouest qui est dans notre camp ». Et il dit aussi régulièrement « Le temps nous est compté ». C'est-à-dire que si d'autres nations n'emboîtent pas le pas d'un réancrage national de l'Union européenne, un jour, nous aussi, nous serons balayés par ce supranationalisme et donc ces idées nationales disparaîtront. Donc non, l'idée est de peser de l'intérieur et je pense que ils ont un rôle important. C'est-à-dire que ce sont quand même des tout petits pays et regardez comment nous parlons de leur impact. Quel est l'autre dirigeant qui a le plus d'influence aujourd'hui en Europe ? Il y a un point que je voulais quand même juste dire en 2 mots, c'est que quoi qu'on pense de Viktor Orban, c'est le seul chef d'État qui à ce point théorise sa propre vision du pouvoir. Vous avez vraiment des discours que je vous invite à lire, qui sont des fois traduits, alors soit en anglais, soit en français sur certains sites. Ce sont des discours de philosophie politique. Donc vous avez une puissance intellectuelle, à l'image de cette région où il y a une intensité intellectuelle souvent sous-estimée, qui fait qu'il pense sa vision de l'Europe. Et donc lui, il a un projet pour l'Europe et il veut le partager. Et pour cela, il compte sur un basculement des nations de l'Ouest. Et il compte opérer ce basculement en pesant sur la vie des idées. Il y a aussi une bataille culturelle que mène la Hongrie. Et donc la bataille culturelle, elle se mène de l'intérieur. Là où les Anglais, eux, ont toujours eu un rapport un peu plus... C'est-à-dire que les peuples d'Europe centrale se sont battus pour réintégrer la vieille maison européenne. Et donc c'est comme ça qu'ils ont perçu aussi leur lutte contre les soviétiques. Là où les Anglais se sont évidemment toujours un petit peu sentis à l'écart et avec la volonté d'éviter que se dresse sur le continent une puissance qui puisse égaler la leur. Donc voilà, l'idée c'est de peser de l'intérieur et notamment sur le plan des idées. Et je crois que c'est quand même assez bien réussi. Puisqu'il y a une recomposition quand même des droites européennes, et l'idée c'est d'abord de peser sur la droite pour qu'ensuite des partis conservateurs, authentiquement conservateurs, qui divorcent du libéralisme, pour lui il y a vraiment un conflit à mort entre conservateurs et libéraux, et donc c'est en pesant sur la droite que des partis conservateurs émergeront, et cette hégémonie culturelle permettra
à l'Europe d'évoluer dans le sens souhaité. Voilà. Tu peux expliquer ça à François Fillon, du coup, sur le conservatisme et le libéralisme. Ça, Oui, voilà, oui, tout à fait. Il y avait une tentative de libéral-conservatisme qui, d'un point de vue philosophique, est incohérente, mais oui, qui est assez malheureusement présente encore. Chez ceux qui se définissent comme conservateurs, quelqu'un comme Bruno Retailleau, que j'aime beaucoup, tente un petit peu de sauver cette synthèse qui me semble incohérente, encore une fois, philosophiquement. Non, moi je trouve, si vous voulez, que rien que le mot conservatisme, il y a 10 ans, il n'existait pas dans le débat. Alors je ne dis pas qu'il arrive grâce à Viktor Orban, il est arrivé grâce à la Manif pour tous. Hein. Ça a été un tournant qui a amené à de nouveau se poser la question de qu'est-ce que le conservatisme, de se définir comme conservateur, quelque chose qui était complètement impensable il y a quelques années. Et donc non, je pense que en France, ça vient plutôt à travers les thématiques bioéthiques et culturelles, donc elles sont encore un petit peu peut-être limitées, parce qu'au fond, la question de l'intégration, de la défense de l'identité nationale n'est pas assimilée au conservatisme, alors que c'est typiquement, en effet, un réflexe conservateur que de dire nous ne sommes pas que des individus, nous sommes aussi les héritiers d'une histoire que nous voulons transmettre. Et cette idée-là, elle traverse, je pense, l'immense majorité encore aujourd'hui, Dieu merci, des Français, y compris ceux qui, des fois, votent à gauche. Je suis pour ma part plutôt issu d'une famille de gauche, et l'idée que nous devons continuer à nous inscrire dans une histoire qu'il nous faut transmettre ne fait absolument pas débat. C'est plutôt, je dirais, l'émergence d'une gauche antinationale, très présente dans les médias, mais très faible dans la population, qui remet en cause ce qui apparaît comme étant, au fond, du bon sens, même encore aujourd'hui. Donc, même si le mot n'est pas employé, je crois que les idées conservatrices sont importantes. Et je note d'ailleurs que De Gaulle, après-guerre, dans un livre consacré aux droites après-guerre, qui était publié aux presses universitaires de Rennes, il dit à Georges Bidault, hein, qui était le dirigeant de la démocratie chrétienne, hein, du futur MRP, grand parti de la 4ème République, il disait « il faut créer un parti conservateur intelligent ». Et en 1947, lorsqu'il crée le RPF, il dit « nous sommes le parti qui se propose d'entretenir les 3 flammes de la France. La flamme sociale, la flamme chrétienne, la flamme sociale découlant de la flamme chrétienne, et la flamme de la tradition, parce que nous sommes au fond un vieux pays. » Et il dit, tant que ces 3 flammes resteront vives, la France restera la France. Donc, notre conservatisme à nous, c'est au fond peut-être cette proposition gaulliste, hein, qui a été, même si elle n'est pas nommée comme étant conservatrice, c'est cette proposition formulée par le général de Gaulle qui est pour moi le conservatisme, la traduction française du conservatisme dont se revendique un certain nombre d'acteurs, dont aujourd'hui Viktor Orban. Voilà. Le nouveau conservateur, c'est intéressant, puisque le conservateur, c'était le journal de Chateaubriand, à une époque où le mot, pour le coup, était largement employé. Donc voilà, il y a un renouveau conservateur en France. Et donc, ce que j'ai appris, c'est qu'avant, les conservateurs s'appelaient les réactionnaires. Oui. Différent, et qu'avant les réactionnaires, ça s'appelait les classiques. Enfin, ah oui, oui, oui. Vous avez daté... c'est du Paul-Marie Couteau, ça, non? Ouais, fin du 18e, ça remonte à mon avis, enfin, le combat entre les modernes et les classiques. Oui, oui. Ils ont marqué le point il y a 300 ans. Oui. Oui, non, mais c'est ça, c'est l'idée au fond assez simple que un pays ne renaît pas après chaque génération. De Gaulle disait, les Français, c'est plus que les Français du moment. Voilà. C'est aussi ceux qui nous ont précédés. Une nation est composée de plus de morts que de vivants, disait Auguste Comte. Donc c'est ça le conservatisme. Hein. C'est nos morts nous regardent et nous devons continuer la France. Voilà. Moi, j'aime bien rappeler que le libéralisme économique n'est que l'une des dimensions du libéralisme. Il y a d'abord le libéralisme et ensuite il y a le libéralisme économique, politique et culturel. Et donc avant le libéralisme économique, il y a une critique du volontarisme politique, parce que derrière le volontarisme politique
se niche le spectre de la volonté générale, c'est-à-dire d'une majorité qui opprime les minorités. Et le libéralisme, ce n'est pas un hasard si il devient dominant après la Seconde Guerre mondiale, pas directement après, hein, mais je dirais suite aux horreurs du XXe siècle, comme j'expliquais, puisque les conséquences que nous avons tirées du XXe siècle, c'est que nous avons voulu détruire des minorités, nous avons laissé l'État agir sans limite, et donc il faut de nouveau fixer ces limites, et le libéralisme est la philosophie des limites imposées aux politiques. Hein. Pierre Manant dit que le libéralisme, c'est un scepticisme devenu institution. C'est je protège l'individu de l'action de l'État et je protège les minorités de la volonté de la majorité. Vouloir limiter la volonté de la majorité et de l'État pour éviter qu'il opprime les minorités, évidemment, mais de là à ce que ce soit les minorités qui dictent à la majorité la marche à suivre et que l'État soit impuissant à protéger la société, il y a un pas que nous avons franchi, et c'est la raison pour laquelle je pense que la critique du libéralisme est nécessaire et même vitale en fait. Donc le libéralisme économique, il y a d'abord un libéralisme politique et ensuite un libéralisme économique. Je termine mon livre en parlant de la France, un chapitre que je consacre à la France, et je me demande pourquoi, au fond, Emmanuel Macron a pris la tête du combat contre la Hongrie. Alors on pourrait dire qu'il avait intérêt à se poser en défenseur de la gentille Europe contre le Dark Vador de l'Europe. Moi, je pars du principe que Emmanuel Macron défend aussi des idées, a une philosophie, et qu'elle s'oppose en effet à celle de Viktor Orban. Ce qui est intéressant, c'est que Viktor Orban se revendique d'un illibéralisme et qu'Emmanuel Macron, à certains égards, peut être l'héritier d'une tradition illibérale française. C'est Pierre Rosanvallon qui parle de l'illibéralisme français. Et l'illibéralisme français, pour lui, c'est une vision qui vient des physiocrates, et les physiocrates, c'était un groupement intellectuel du XVIIe et du XVIIIe siècle, qui opposait la raison aux passions basses, aux passions humaines, aux passions populaires, et qui estimait qu'au fond, le gouvernement des hommes devait être assuré par une minorité éclairée, fonctionnant à l'abri de la volonté des peuples. C'est au fond les prémices de la technocratie qui sont posées ici, à travers cette vision physiocratique de la France. Et au fond, Pierre Rosanvallon explique que l'illibéralisme français, c'est donc ce centre technocratique qui vit en vase clos, en surplomb de la société, et qui prétend d'en haut réformer le bas. Là où l'illibéralisme hongrois est un haut qui prétend incarner le bas. Et donc, il y a deux traditions illibérales fondamentalement opposées, une bien française et une typiquement centre-européenne.